Nous continuons cette quatrième vidéo sur les révisions concernant le diagramme potentiel pH, avec toujours l'analyse du diagramme potentiel pH du fer. Donc dans la vidéo précédente, nous avons réussi à placer les différentes espèces du fer sur le diagramme. Dans cette vidéo, nous allons essayer de déterminer soit les équations, soit les valeurs limites de pH ou de potentiel des différentes droites qui séparent ces domaines de prédominance. Donc je leur ai donné une lettre, donc ça va de A à G. On va toutes les étudier dans l'ordre. Et ce qui est bien avec ce diagramme, c'est qu'on va voir un petit peu tous les cas de figure que vous pourrez rencontrer lors de l'étude du diagramme potentiel pH. Alors on commence. On va se mettre en noir quand même. Voilà. Donc on commence avec la limite A. C'est la limite entre Fe3+, et Fe2+. On constate que c'est une limite horizontale, donc normalement le pH n'intervient pas. Voyons voir. Écrivons la ligne-équation. Fe3+, plus un électron, donne Fe2+. Je n'ai pas précisé hein, si une espèce aqueuse, dès lors qu'on a des ions, de toute façon, ils sont en solution aqueuse. On voit qu'il n'y a pas d'H+, ça corrobore le fait que le pH n'interviendra pas. On écrit Nernst. E, alors je vais appeler EA, égale E0 de Fe2+, Fe3+, Fe2+, plus 0,06 sur 1, 0,06, log de la concentration de Fe3+, sur concentration de Fe2+. Mais comme je suis sur une frontière, eh bien, les concentrations en espèces dissoutes sont égales, sur la limite entre les deux domaines de prédominance. Donc, l'argument du log vaut 1, donc le log vaut 0. Et donc, j'arrive directement à EA égale E0 de Fe3+, Fe2+. Facile. Donc en fait, ce cas de figure, on le rencontre quand j'ai une frontière entre deux espèces dissoutes, à des degrés d'oxydation différents, et que H+, n'intervient pas dans l'équation. Alors c'est pas forcément le cas le plus fréquent, mais ça peut arriver. Frontière B. En fait, la frontière B, si on réfléchit bien, on l'a déjà rencontrée. Puisque c'est une frontière entre insoluté et l'hydroxyde métallique associé. Donc en fait, c'est la limite du domaine d'existence de l'hydroxyde de fer 3. On peut écrire l'équation de la réaction de... Ah, dites-le. Oui, c'est ça. De l'équation de dissolution. Attention, pas de l'équation de précipitation. FeOH3 solide donne Fe3+, plus 3H-. Surtout, n'oubliez jamais, on écrit l'équation de la réaction de dissolution. Puisque c'est à cette équation qu'est associée KS ou PKS, si on nous donne PKS dans l'énoncé, qui est, on le rappelle, comme d'habitude, moins log de KS. Donc, eh bien, je me place à la limite d'apparition du précipité. J'ai un équilibre entre Fe3+, et FeOH3, donc l'action de masse, KS égale Q. Donc on va avoir KS égale concentration de Fe3+, fois concentration de HO- au cube. Or, puisque je suis sur la limite concentration de Fe3+, eh bien c'est la concentration de travail, ou de tracé. Et H-, c'est KE sur H3O+, donc KE au cube sur H3O+, au cube. On peut appliquer moins log, ce qui va me donner PKS égale moins log de Ctra plus 3 PKE moins 3 pH. Et donc, pH, je le passe à gauche, le PKS à droite, ce qui va me donner PKE moins 1 tiers de PKS plus log de Ctra.
Donc on avait fait le calcul dans le cours sur la précipitation. On peut rappeler rapidement. Le PKS, il est quasiment à 39. Donc sur 3, 13. Un peu moins de 13. Cétra, on peut prendre du 10-2 mol par litre. Donc log de Cétra moins 2. Donc si on avait dit 39 moins 2, 37 sur 3, on est à 12,3. 14 moins 12,3, ça nous fait du 1,7. Si vous vous souvenez bien, la conclusion, c'était que l'hydroxyde de fer 3 apparaît même dans une solution très acide, parce qu'il apparaît dès 1,7 en pH, donc un pH très bas quand même. Donc finalement, la conclusion, c'est que Fe3+, n'est stable qu'en solution très acide. Sinon, automatiquement, l'apparition des précipités d'FeOH3. Alors, la frontière C maintenant. La frontière C, c'est entre FeOH3 et Fe2+, qui n'est pas un couple commun. En général, on ne vous donnera pas forcément le potentiel standard de ce couple-là. Une frontière comme ça, on vous demandera simplement sa pente, pas forcément son équation complète. Donc là, on écrit le couple. Alors évidemment, si vous avez le 0, vous pourrez trouver l'équation complète, mais si vous n'avez pas le 0, vous ne pourrez donner que la pente. Notez qu'on pourrait retrouver l'équation complète par continuité, parce qu'on a l'équation de la limite A, celle de la limite B, donc on pourrait avoir facilement les coordonnées de ce point ici. Et si on a les coordonnées de ce point-là, et qu'on a la pente de la courbe C, on peut retrouver très facilement l'équation complète de C. Les sujets, en général, ne vous demandent pas d'être aussi techniques, parce que ça n'apporte pas grand-chose. Donc on vous demandera simplement la pente. Donc FeOH3, Fe2+. On écrit la demi-équation. FeOH3. Alors, on rappelle que FeOH3 possède le fer au nombre d'oxydation 3. Fe2+, c'est le fer au nombre d'oxydation 2, donc on a bien l'oxydant ici, et le réducteur, c'est Fe2+. Alors, en équilibre, 3O, donc 3H2O. Donc là, j'ai 6H. À gauche, j'en ai 3, donc il faut 3H+. Et donc 3 plus 2 plus, 1 électron. On peut écrire Nernst. Donc EC égale E0 de FeOH3 Fe2+, plus 0,06 sur 1, fois log de... Alors log de quoi? Au numérateur, on a dit ce qui est du côté de l'oxydant. J'ai FeOH3, mais son activité c'est 1, puisque c'est un solide, et reste H+. Donc concentration d'H+, au cube. Au dénominateur, ce qui est du côté du réducteur, H2O, c'est le solvant, activité 1, il reste Fe2+. Puisque je suis sur une frontière, concentration de Fe2+, c'est Cétra. Et donc j'arrive à EC égale E0, je vais pas écrire de FeOH3, Fe2+, E0, voilà, c'est celui-ci. Moins 0,06 log de Cétra. Et si je passe le 3 qui est là devant, moins 0,18 pH. Et donc ce qu'on nous demandait, on l'a dit, ce serait la pente. Donc là on a une pente à moins 0,18 volts par unité de pH pour cette courbe ici. Donc quand on va calculer la pente des courbes F et G, vu l'allure du diagramme, on s'imagine qu'on va trouver nettement moins. Là, on s'attend à trouver du moins 0,06 pour F et G, puisqu'on a du moins 0,18 pour C. Alors, on passe à la D, et puis on fera EFJ dans la prochaine vidéo. Alors, la D, c'est la limite entre Fe2+, et Fe. On rappelle que Fe, lui, est solide. Donc, on a déjà traité, pour la limite B, une frontière entre un ion et un solide. Mais, là, il y a une différence.
c'est que pour la limite B, c'était entre deux espèces du fer au même nombre d'oxydations. Ici, c'est entre deux espèces du fer en nombre d'oxydations différents. Un petit peu comme on a fait pour la limite C, puisqu'on avait un solide ici où avec le fer en nombre d'oxydation 3 et un ion avec le fer en nombre d'oxydation 2. Donc j'écris la demi-équation. Fe2+, plus 2 électrons donne Fe. Donc, quand c'est comme ça, je précise les états puisqu'ils sont différents. Donc là, c'est pas bien compliqué. Hein. ED égale E0 de Fe2 plus Fe, plus 0,06 sur 2, donc 0,03. Log 2, alors log de quoi? Eh bien, au numérateur, l'oxydant Fe2+. Donc, je peux tout de suite remplacer par Cetra, puisque, on le rappelle, Cetra, c'est la somme des concentrations de toutes les espèces dissoutes. Ici, la seule espèce dissoute, c'est Fe2+, puisque Fe est un solide. Donc Cetra. Et en bas, j'ai 1, puisque j'ai un solide. Donc immédiatement, ça me donne ED égale E0 de Fe2 plus Fe plus 0,03 log de Cetra. Donc on voit la différence entre le couple Fe3 plus Fe2 plus et le couple Fe2 plus Fe. On dit de frontière horizontale, on pourrait penser que ça va se calculer selon le même mode de calcul, mais non. Parce que pour la frontière A, c'est directement le potentiel standard du couple, parce que ce sont deux espèces en solution. Alors que pour la frontière D, c'est le potentiel standard du couple, plus 0,03 log de Cetra, parce que l'une est un solide T, l'autre est un solide. Et on termine l'étude de ces différentes frontières dans la partie 3 de cette vidéo 4.